Bonjour et bienvenue dans cette capsule sur l'empreinte environnementale. Alors ce concept est apparu dans les années 1990 pour traduire l'impact de l'activité humaine sur les écosystèmes. Alors en fait il s'agit du rejet des gaz à effet de serre et de la gestion des déchets nucléaires. Alors je vous propose de regarder une vidéo réalisée par Le Monde pour comprendre ce phénomène d'effet de serre. C'est parti. 97% des scientifiques travaillant sur le changement climatique estiment que la Terre se réchauffe en raison des activités humaines. Pour bien comprendre la responsabilité de l'homme dans ce phénomène, il faut d'abord s'intéresser à un mécanisme qui, lui, est parfaitement naturel, l'effet de serre. Voilà comment ça marche. Lorsque la Terre est éclairée par le Soleil, sa surface réémet vers l'espace une partie du rayonnement qu'elle a reçu. Sauf que les gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, le méthane ou le protoxyde d'azote, retiennent une partie de ce rayonnement infrarouge émis par la Terre et lui renvoient, ce qui contribue à la réchauffer. Or, c'est justement cette mécanique que l'homme a déréglée. Combustion du pétrole et du gaz, déforestation, agriculture intensive. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines émettent de grandes quantités de gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone et du méthane. Ces gaz s'accumulent dans l'atmosphère et atteignent désormais des niveaux records. Pour le CO2, par exemple, sa concentration est passée de 270 parties par million à la fin du 19e siècle à près de 400 parties par million aujourd'hui. C'est la concentration la plus forte depuis 800 000 ans au moins. Conséquence, l'effet de serre s'intensifie. Le surplus d'énergie introduit aujourd'hui par l'homme dans la machine climatique est à peu près l'équivalent de 3 petites bombes atomiques explosant chaque seconde. Et les conséquences sont dramatiques. D'abord, sur les températures. Aujourd'hui, la température moyenne terrestre a déjà augmenté de 0,8 degrés depuis la fin du 19e siècle et les épisodes caniculaires sont plus fréquents. Les températures extrêmes, qui ne touchaient que 1% de la surface continentale terrestre, en concernent désormais près de 10%. En admettant que la concentration de CO2 double d'ici 2100, la Terre verra sa température moyenne grimper encore dans une fourchette comprise entre 1,5 degré et 4,5 degrés supplémentaires. Deuxième impact, le niveau des mers. Sur tous les continents, les glaciers d'altitude reculent et disparaissent. Les grandes calottes polaires du Groenland et de l'Antarctique perdent leur glace dans l'océan et contribuent à élever le niveau de la mer. Si la banquise antarctique voit sa surface augmenter légèrement du fait d'un renforcement des vents, la banquise arctique, elle, a vu sa superficie fondre d'environ 30% depuis les années 80. Résultat, le taux moyen d'élévation de l'océan est aujourd'hui d'environ 3,3 mm par an, mais ce taux est appelé à s'accroître à mesure que les émissions se poursuivent. Déjà montés d'une vingtaine de centimètres en un siècle, les océans pourraient s'élever, dans le pire des scénarios, d'1 mètre d'ici 2100. Les petits États insulaires du Pacifique, de l'océan Indien, comme les Maldives, seront les premiers à disparaître. Troisième élément directement touché par le réchauffement climatique, les précipitations. Dans les latitudes moyennes et hautes de l'hémisphère nord, les scientifiques s'attendent à davantage de pluie. En Californie ou dans le bassin méditerranéen, ainsi que dans toutes les régions déjà arides, ils prévoient des sécheresses plus longues et plus fréquentes, ainsi qu'une réduction du débit des fleuves. Le problème, c'est que les centrales thermiques et nucléaires sont justement refroidies par les cours d'eau. Ceci pourrait donc avoir des répercussions importantes sur la production d'électricité. Enfin, l'un des effets les plus méconnus et les plus inquiétants du changement climatique en cours reste l'acidification des océans. Le CO2 excédentaire se dissout en effet dans les eaux de surface et les rend plus acides. La rapidité de ce phénomène est inédite depuis 300 millions d'années et les scientifiques ignorent les effets qu'il aura d'ici à quelques décennies. Les coquillages et certains planctons qui constituent le socle de la chaîne alimentaire pourraient ne pas pouvoir s'y adapter. Leur disparition aurait un impact direct sur l'ensemble des espèces, l'homme compris. Alors pour résumer, l'effet de serre, c'est un phénomène naturel et nécessaire au maintien d'une température moyenne sur Terre d'environ 15 degrés Celsius. S'il n'y avait pas d'effet de serre, eh ben, il ferait moins 18 degrés Celsius, ce qui est pas très confortable pour y vivre. Sauf que la production des gaz à effet de serre, donc dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d'azote, etc., augmente. Et ça entraîne un déséquilibre climatique, un dérèglement
climatique. Alors ça, c'est le premier problème de l'empreinte environnementale. Le second concerne les déchets nucléaires. Alors la production d'électricité d'origine nucléaire engendre des déchets. En effet, dans les crayons contenus dans le réacteur, il y a de nombreux déchets radioactifs qui vont être issus de la fission des noyaux d'uranium-235. Alors ces déchets sont radioactifs. Ça veut dire qu'ils vont se désintégrer spontanément en émettant des particules alpha ou bêta et des rayons gamma qui vont être très énergétiques et ce qui les rend potentiellement dangereux. Alors suivant la quantité de rayonnement reçu, la durée d'exposition et les tissus atteints, les conséquences peuvent être graves. Ça peut entraîner des cancers, des destructions de cellules, des brûlures, etc. Alors vous pourriez me dire, mais comment on se protège de ces rayonnements radioactifs? Alors, les particules alpha vont pouvoir être facilement stoppées par quelques centimètres d'air ou quelques millimètres de papier. Les particules bêta, elles sont un petit peu plus pénétrantes, elles peuvent traverser quelques dizaines de centimètres d'air ou quelques millimètres d'aluminium. Donc on arrive aussi assez facilement à s'en protéger. Le rayonnement gamma, lui, très énergétique, donc très pénétrant, va pouvoir traverser plusieurs centaines de mètres d'air et il n'est arrêté que par quelques dizaines de centimètres de plomb ou plusieurs mètres de béton. Alors les déchets produits vont pouvoir être retraités pour récupérer l'uranium-235 qui n'a pas réagi, et les déchets ultimes vont finalement être stockés pour éviter toute contamination radioactive. Alors il existe plusieurs points de stockage en France. Alors la durée de vie des déchets radioactifs va dépendre de ce qu'on appelle la période radioactive des radioéléments. Alors qu'est-ce que c'est que cette période radioactive? En fait, c'est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs d'un échantillon est désintégré. Par exemple, l'iode 131, qui est un produit de fission issu donc de l'uranium-235, va se désintégrer suivant l'équation indiquée ici. Alors, pour connaître le nombre de noyaux désintégrés à un instant t, on peut utiliser ce qu'on appelle une courbe de décroissance radioactive. En voici un exemple. Alors, en fait, sur cette courbe, on trace le nombre de noyaux radioactifs en fonction du temps. Et on constate qu'au bout d'une période radioactive, ici notée T1,5, ici, la moitié des noyaux sont désintégrés. Au départ, on en avait N0. Après une période, on est à N0 sur 2. Donc la moitié des noyaux ont été désintégrés. Au bout de 2 périodes, donc à 2 T1,5, encore la moitié de ces N0 sur 2 s'est désintégré. Autrement dit, il reste N0 sur 4 noyaux radioactifs. Les 3/4 se sont désintégrés. Donc, à un instant T, on va pouvoir connaître le nombre de noyaux radioactifs restants. On peut aussi définir une autre grandeur importante. C'est l'activité d'un échantillon. Alors, cette activité, en fait, elle va représenter le nombre de désintégrations par seconde. Alors, au fil du temps, les noyaux instables, donc radioactifs, disparaissent. Du coup, l'activité d'un échantillon diminue. Alors, l'allure de l'activité en fonction du temps va être la même
que pour le nombre de noyaux radioactifs. C'est la même allure de courbe. Alors, une petite remarque. La valeur des périodes radioactives est très variable en fonction des éléments. Par exemple, pour le thorium-234, sa durée de vie, sa période radioactive, c'est 1,05 secondes. Pour l'iode 131, donc celui dont on vient de parler, sa période radioactive, c'est 8 jours. Et pour notre uranium 235 dans les centrales nucléaires, sa période radioactive, lui, c'est 4,5 milliards d'années. Donc les périodes radioactives vont être vraiment très différentes suivant les éléments. Alors, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de remplir le questionnaire en ligne. Et je vous dis, moi, à plus en classe.